Salut à tous, suite des vidéos avec Groupama FDJ sur Pro Cycling Manager 2023 avec déjà un petit truc spécial qui a agité les claviers. J'ai vu ça en réaction de la dernière vidéo. C'est ce mauvais geste PCMiquement parlant de Démarre. Mais là, je vais vous proposer autre chose. Tirreno, on parlera un peu de forme parce qu'il y a des petites choses qui ne se sont pas passées exactement comme prévu. Et après, Milan-San Remo et Bruges-La Panne. Alors, sur Tirreno, donc, qui s'est déroulé en même temps que Paris-Nice, mais que je dissocie à chaque fois au montage, les forces sont Stefan Kung, oui, d'accord, pour ce qui est du chrono, mais pour ce qui est du général, et d'ailleurs, on nous demande un top 5, donc c'est quand même assez délicat d'aller chercher le top 5 si tous les favoris sont au sommet, et on va les voir, ils sont nombreux, parce que le plateau de ce Tirreno est meilleur que le plateau de Paris-Nice. Pinot va avoir fort à faire. Il sera soutenu par Quentin Paché, Rudy Mollard, ok, très bien. À un degré moindre, Linhart et Olivier Le Gac, mais quand même aussi Valentin Madouas. Donc, c'est pas mal. On a réussi à faire deux équipes plutôt fortes et représentées à deux endroits en même temps de bonne manière, je crois. Vous allez voir que ce Tirreno était plutôt surprenant, peut-être. Peut-être qu'on peut utiliser cet adjectif-là. Madouas fait un prologue correct, mais pas non plus dément. Voilà, il y a 32 secondes, ok, très bien. Thibaut Pinot, par exemple, avait été un peu meilleur, hein, puisque il avait fait un bon chrono, Thibaut. Donc c'est déjà un bon point pour la suite. Puis derrière, j'hérite d'un moins 2 en forme du jour là pour Stefan Kung. Donc on n'ira pas chercher Stefan Bissegger, mais on a quand même moyen de faire un chrono propre. Vous voyez, on est à l'intermédiaire, on est à 6 secondes. Après, il n'y a qu'une dizaine de kilomètres, hein, donc c'est pas non plus un chrono très 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 long. Botnar également, mais attention, il y a des gens qu'on n'a pas vus. Vous allez voir sortir le diable de sa boîte. Donc Kung, voilà, comme prévu, ne bouleverse pas la hiérarchie. En revanche, Pogacar peut le faire. Eh ben, il le fait pas. Il est à 12 secondes. Vous allez me dire Filippo Ganna, évidemment. Ganna ne le fait pas non plus. Van der Poel, sur un chrono court, on sait jamais. En tout cas, il a déjà montré qu'il était capable. Non, 14 secondes. Evenepoel, alors. Mais ouais, Evenepoel, ouais. Evenepoel, c'est très très fort. Vingegaard, peut-être. Ouh là là, Vingegaard a perdu 30 secondes sur le premier chrono. C'est assez considérable. En fait, il a réalisé quasiment une performance proche de celle de Thibaut Pinot. Donc, c'était pas forcément ce qu'on pouvait attendre de sa part. Et donc, Remco Evenepoel est leader après la première étape. Alors après, il y a deux étapes qui sont la 2 et la 3, qui sont plutôt l'occasion ici de se mesurer entre sprinters. Là, il y a les trois Sen, là. Il y a Philipsen, Jacobsen et Mats Pedersen, qui sont grands favoris de cette étape 2. Moi, j'ai pas de quoi rivaliser ici, hein. Donc, tout au plus, si on le sent, on peut se faire tenter le petit coup du kilomètre, entre guillemets. Vous voyez, Vingegaard qui a eu un petit problème, il est attendu par son équipe, il est ramené, voilà, tout va bien. Mais Solo abandonne, bon, voilà, péripétie, j'ai envie de dire, sans trop d'importance. Jumbo-Visma, donc, va devoir remonter Vingegaard, mais ça posera pas le moindre souci. Evenepoel, leader, vous voyez l'équipe qui roule, c'est Soudal Quick-Step, bien sûr. Ils vont contrôler assez souvent. En plus, ils ont Fabio Jacobsen, hein, donc ils ont raison de contrôler, parce qu'ils ont même un intérêt à ce que ça aille au sprint. Et hormis des petites cassures, mais de rien du tout, on va aller au sprint. Bien sûr qu'on va y aller. Moi, j'essaye d'économiser la fraîcheur, on va dire, de mes coureurs, parce que plus ça va, et plus je suis convaincu que la fraîcheur joue un grand rôle dans ce jeu. Donc, on tente de prendre des roues, mais vous voyez, sans conviction tellement là.
J'ai Valentin Madouas qui doit être dans la roue d'un sprinter, ce qui est complètement ridicule, mais bon, voilà, on s'amuse un peu des fois, je l'avoue. Et qui va emporter la première étape? Est-ce Arnaud Delis? Non, il a lancé Caleb Ewan. Et oui, on n'avait pas cité Caleb Ewan. Il s'impose, le Caleb, juste devant Philipsen, devant le jeune Italien également, Jonathan Milan. Alors, pour l'anecdote, je suis allé regarder quels sont les territoires du sponsor Groupama FDJ. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu, on n'a pas d'Italien, on est d'accord, hein, il y avait Jacopo Guarnieri avant, qui était un peu poisson pilote de Arnaud Démarre. Bon, j'ai un petit doute, il y a peut-être un Italien, mais jeune. Mais voilà, on a cette nationalité italienne qui est sous-représentée du côté de Groupama FDJ, et le sponsor a l'air d'y tenir. Donc, c'était une hypothèse que je lançais comme ça. Je me disais, Jonathan Milan est en fin de contrat, on n'a pas de sprinter, après on n'a pas de train non plus, ça c'est plus embarrassant. Si on se plaçait dans l'hypothèse où Arnaud Démarre, je le faisais quitter l'équipe, un peu comme dans la réalité en fin de cette saison-là, à ce moment-là, est-ce que Jonathan Milan ne serait pas un candidat intéressant? Bon, à voir. Je lance une bouteille à la mer. Vous me direz ce que vous en dites. De toute façon, on n'est pas encore au 30 avril à devoir ouvrir des dossiers, mais bon, en même temps, on va s'en rapprocher pas mal. Allez, étape qui va se jouer au sprint également. J'ai la joie de constater en ce moment que celui que je considère être le meilleur sprinter au monde, mais très probablement parce qu'il dispose du meilleur train au monde. En fait, c'est presque plus ça, et notamment Van der Poel en poisson pilote. Donc j'ai nommé Jasper Philipsen, est en train de se régaler sur le Tour de France, et honnêtement, je l'attends sur ce Tirreno dans le jeu. J'aime bien, moi, quand il y a un peu une concordance, notamment dans la hiérarchie des sprinters. Regardez, Jacobsen, ou bien... Jacobsen, hein. Jacobsen, ça fait que Philipsen a été 2 fois deuxième ici. Tiens, encore un Sen qui termine 3e, mais c'est Gerben Thijssen. Donc le sprinter d'Intermarché, on l'a connu. Donc très jolie victoire là, pour Fabio Jacobsen sur cette étape-là. Je constate que souvent Mats Pedersen n'est pas dans les meilleurs, et ça me rassure un peu, je vous avoue pourquoi. Dans cette carrière donc avec Groupama FDJ, parce que quand j'ai fait mes petits tests avec Trek Segafredo, devenu Lidl Trek entre temps, j'avais beaucoup de mal à avoir le moindre résultat avec Mats Pedersen, à tel point que je commençais vraiment à me dire que j'étais complètement naze au sprint. Et en fait, quand je vois que le jeu ne fait pas mieux avec Pedersen, je me dis que c'est peut-être pas seulement moi. Bon, c'est un peu moi quand même, hein. Mais voilà. Donc, parenthèse refermée, le sprint a donc été pour Ewan, pour Jacobsen, avec présence de Philipsen, et on attendra l'étape 7, me semble-t-il, pour pouvoir avoir encore un petit échantillon de cette lutte entre sprinters. Vous voyez que ici, à l'étape 4, j'ai envoyé Rudy Mollard à l'avant. J'avais envie un peu de participer à l'échappée. Rudy, un excellent coureur, capable, sur cette étape-là, peut-être de servir de point d'appui à quelqu'un. On pense très fortement à Madouas ou à Thibaut Pinot, suivant les circonstances de course. Donc l'envoyer à l'avant, c'est pas mal. Par contre, on a bien compris que quand le peloton se permet de contrôler avant même les difficultés finales répétées, là, il se permet de contrôler aux alentours des 2 minutes 20 l'échappée de 3 coureurs seulement, avec Mathieu Burgodeau aussi, mais bon, on a bien compris qu'on n'ira pas au bout avec l'échappée, et quelque part, au nom de la logique, tant mieux. On est repris d'ailleurs au premier passage à Tortoreto, donc pas de problème, on est prêt. De toute façon, Thibaut était protégé, Valentin aussi était protégé. On a encore du boulot à fournir éventuellement avec Quentin Paché, avec Stéphane Kung. Je retire toujours mes protecteurs dans les descentes,
et je les remets ensuite dans les montées. On va demander à Rudy Mollard de continuer un peu ses efforts. Voilà. Peut-être des points aussi à chercher au maillon du classement de la montagne, sait-on jamais. Toujours est-il que on travaille très dur ici. Je me permets de tenter des écrémages. Parce que l'écrémage de la Soudal Quick-Step, ou à d'autres moments, dans d'autres courses qu'on verra ou qu'on a vu, de la Jumbo-Visma, ou bien du Team Ineos, ou du Team UAE, qui sont essentiellement les 4 équipes, avec peut-être Alpecin de Koenig, les 5 équipes, on va dire, qu'on va le plus souvent retrouver en tant que, on va dire, équipe qui contrôle une course sur ce jeu et en 2023. Bon, j'ai envie un peu de jouer aussi les premiers rôles avec cette Groupama FDJ. Alors vous voyez ici Quentin Paché qui a pris le relais de Rudy Mollard. Malheureusement, Linhart et Olivier Legac n'ont pas pu aller plus loin. On a peut-être encore quelque chose à faire ici avec Rudy. S'il récupère dans la descente, non. Par contre, longue ligne droite, ça c'est le terrain de Stefan Kung. Et après on essaiera de lancer Quentin Paché pour voir ce que ça peut donner. Allez, Stéphane a roulé très très fort sur la ligne droite. Vous voyez, je suis allé à un effort à 95. On a vraiment mis tout le monde à l'amende. Et derrière, une fois qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner, Quentin Paché à fond la caisse avec Valentin Madoise dans la roue. Thibaut Pinot au cas où. On est très proche de l'arrivée, hein. Moins de 2 km. Hein. Ici. Et on va lâcher Valentin très près du but. Vous voyez qu'on a creusé, hein, en fait, par ce petit jeu-là. On va caler Quentin dans la roue. Victoire pour Valentin Madoise. Et il y en a un qui revient comme une balle. Regardez-le, il va passer Remco Evenepoel. Ce qui fait qu'en fait, on lui reprend 0 secondes. On a juste les petites bonifications. Madoise, j'ai trouvé ça plutôt logique de donner, enfin, il se les méritait, hein, mais de plutôt donner la victoire à Valentin, même si je joue le général avec Thibaut Pinot. Je trouvais ça quand même un petit peu plus juste sur ce terrain qui est peut-être plus pour un puncher, non? Vous êtes d'accord? Voilà, j'ai privilégié Valentin. Je sais que l'heure de Thibaut Pinot viendra. Finalement, c'est rigolo, on a été crédité de 4 secondes d'avance pour Valentin Madoise, ce qui fait un général relativement resserré. Regardez, Valentin est revenu à 37 secondes d'Evenepoel, Thibaut est à 28 secondes, après, donc, je le redis, ce très bon chrono inaugural. Il faut dire que la sélection qu'on a fait avec ce gros travail d'équipe sur l'étape 4, dans on va dire le dernier tiers de course, a permis d'éliminer pas mal de gens au classement général et a permis de faire un rapproché à Thibaut et à Valentin. Donc, rien à dire, tout va bien. Et on est parti sur l'étape 5. Étape 5 qui est probablement l'étape Rennes. Rennes en termes d'arrivée au sommet. Mais l'étape 6 c'est pas mal non plus. Donc, étape 5 en tout cas, sur celle-là on va pas pouvoir tricher, hein, en termes de grimpeurs. Les meilleurs seront là-haut, hein. Et donc ça va sûrement dessiner quand même le classement général, hein. Cette étape-là, elle va être cruciale. On est parti pour rouler peinard, on se protège, on veut garder intactes toutes les forces de Valentin Madoise et de Thibaut Pinot. Ce sera le leitmotiv de cette semaine sur Tirreno Adriatico. Et ben voilà, peu à peu, vous voyez, on se rapproche du final. Et Pogačar qui attaque. Pogačar qui attaque de loin, à 30 bornes de l'arrivée. Tadej Pogačar qui veut nous faire un coup dont il a le secret avec tout le panache que cela suppose. Par contre, au niveau cycliste, il y a quelque chose qui m'a heurté. Vous l'avez sans doute vu passer. C'est que Pogačar a été immédiatement pris en chasse par Davide Formolo. Donc, il faudrait m'expliquer quelles sont les chances ici pour Formolo de rejoindre Pogačar si ce dernier est vraiment en gros effort. À peu près aucune. C'est qu'en fait, Formolo, à un moment donné, il va se relever. Il va se relever, et donc cet effort aura été complètement
inutile et vain. Par contre, Pogacar a réussi à reprendre les échappées. Du coup, c'est Ineos qui roule à bloc. Intéressant. Ils n'ont même pas laissé le soin à l'équipe du leader, à Soudal Quickstep, de prendre la chasse de Poggi. 50 secondes, hein, pas ridicule. On sait jamais. Et là, allez, carrément. Trek Segafredo qui roule. Alors ça m'amuse beaucoup. Par l'intermédiaire de Pedersen. Ça veut dire que peut-être Ciccone ou Skelmos ont des ambitions sur ce Tirreno. Ça peut, hein. Allez, on va couper court à tout ça. Stefan Kung roule très fort. Je me suis dit qu'il fallait à tout prix qu'on reprenne Poggi pour voir exactement ce qu'il avait dans le ventre. Ouais, entre-temps, il s'était débarrassé de ses compagnons d'échappée. Enfin, ceux qui étaient de l'échappée inaugurale, on va dire. Et regardez, Kung, ça roule très très fort. Kung, c'est hyper solide. La saison de Stefan Kung sera, pour moi, évaluée dans cette carrière. Ça y est, Pogacar est repris. La saison de Kung sera principalement évaluée sur Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Vous allez me dire, ça fait que 2 courses. Ouais, mais c'est vraiment là que je cible à fond. Donc, d'ici là, tout ce qui fera de bien, ce sera du bonus. Et Dieu sait s'il a moyen d'aider l'équipe, notamment ici, fin d'effort de Stefan Kung pour lâcher Valentin et Thibaut le plus haut possible. On voit que Hindley, Tao Gegenhardt, Remco, Marc Soler se sont un petit peu échappés, mais on n'a pas trop peur parce qu'on sait qu'on est capable. Oh, Egan Bernal qui est un peu juste, Bauke Mollema qui se relève, Evenepoel qui en plante une, Soler Hindley qui semble être parmi les meilleurs des poursuivants, et Madouas qui fait un effort dont il a le secret pour emmener Thibaut Pinot le plus haut possible. Et ensuite, Thibaut, ce sera à toi de jouer, mon grand. Donc on est vraiment plus que sur la barre rouge, il n'y a plus de barre jaune. Hein. Remco, il a étape gagnée a priori. Hein. Allez Thibaut, 99, non, on n'ose pas. Il va falloir oser. Hein. 99 pour Thibaut, 99 pour Madouas et Fort Curseur. C'est encore le meilleur moyen d'essayer de reprendre du terrain quand on n'a plus rien. Regardez, Thibaut va terminer à 9 petites secondes. Voilà, ça va s'afficher là. Deuxième, pas mal, hein, deuxième au sommet. Derrière Remco. Puis alors il y a un gros trou avec derrière. Pogacar aura payé son panache. Ciccone et Tao Gegenhardt, pas dans le coup. Alaphilippe, c'était un peu trop dur ce terrain-là. Et Vingegaard pointé pas très très loin de 2 minutes derrière Remco Evenepoel. Donc là, il y a eu hiérarchie très très claire sur cette étape. Remco a tout écrasé et il n'y a que quelques-uns, Marc Soler, Hindley et Thibaut avec Valentin, qui s'accrochent. Tout le reste est à plus d'1 minute. Avec les bonifs en plus, ça va être assez parlant en termes de classement général. Regardez, Remco a quarantaine de secondes d'avance sur Marc Soler et Thibaut Pinot. Et après, à partir de la 5e place, adieu. Terminé. Donc, Pogacar et Vingegaard ne gagneront pas Tirreno. C'est déjà un premier choc, je trouve, de constater ça. Pour l'instant, Mathieu Van Der Poel n'a pas existé non plus sur ce Tirreno. A-t-il une occasion sur l'étape 6 ? Ce qu'on va voir de suite. Parce que sur l'étape 7, au sprint, c'est pas lui qui va gagner. Hein. Pas rigoler non plus. Hein. Donc, on est bon. On se place. On essaie de défendre. Là, on est assez optimiste, en fait, à ce stade-là. Parce que le sponsor voulait un top 5. Et là, je vois très bien que le top 5, il est déjà dans la poche. Donc, on verra. Il va falloir voir si Remco, il y a moyen d'aller le chercher, ou si c'est impossible à entrevoir, quoi. Peut-être que ce terrain-là peut... Enfin, je suis encore au stade, si vous voulez, où je me demande quel est le terrain sur lequel ce Remco-là, en forme au minimum correcte, peut être déstabilisé. Parallèlement à ça, je commence à jouer mon Tour de France, là, avec Lidl Trek, et... j'ai aussi cette impression que Remco est dur à déstabiliser. Ouais, dans cette partie-là, il est aligné sur le tour. Tiens, chute de Thibaut Pinot, attention, ça va, nickel. On s'est repris, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas été impactante. Olivier Legac va l'aider à remonter.
Les cassures, on sait ici, hein, peuvent être de circonstances hein, sur ce genre de parcours, très vallonné, avec des pentes excessivement violentes, avec des relances, à tel point d'ailleurs que Hindley et Pogačar se sont fait la malle, au profit comme ça d'une petite attaque, ou en tout cas d'un très bon positionnement, suivi d'une relance, bref. J'en ai pas fait grand cas parce qu'ils vont être repris très rapidement, et donc c'était pas un fait majeur de cette course. En revanche, ce qui va être très important, voilà, c'est de se placer tout à fait devant, un petit peu comme ce qu'on fait sur les secteurs pavés montants du Tour des Flandres, pour essayer de ne pas prendre de cassure avec Tadej Pogačar à 40 bornes de l'arrivée qui semble avoir des fourmis dans les jambes. Il y a encore 2 minutes d'avance pour l'échapper, mais franchement, avec tous ces up and down là, de cette étape 6, tous ces murs, on doute fortement de la chance des échappés, les pauvres. C'est une échappée en pure perte hein, quand on a tous ces favoris qui roulent derrière là, avec autant de stars du peloton, on va dire, présentes. Remco toujours super bien placé, il est toujours devant lui. Il est toujours dans les 10 premiers, surtout quand il a le maillot de leader. Poggi, toujours les fourmis dans les jambes. On avait vu rouler fort mollo tout à l'heure, là on dirait qu'il y a Marc Soler qui est prêt à aider à tout moment. On fera quand même gaffe à Jay Hindley, même si c'est pas exactement son terrain. Remco qui travaille, énorme. Remco, t'as le maillot de leader, mon grand. Travaillerait-il pour Julien Alaphilippe? Ou travaillerait-il tout simplement pour épuiser tout le monde et donc travailler pour son propre compte? Ce qu'on peut aussi envisager. J'ai remarqué, parce que vous savez, c'était un peu un truc qui revenait dans les précédents Pro Cycling Manager. Il n'y avait presque aucune database qui était capable de bien noter Evenepoel pour qu'il soit le Evenepoel qu'on connaît dans la réalité. Et moi, je trouve, mais bon, je spoile rien. Enfin, vous avez compris qu'on a quand même un gros Remco sur ce début d'année, hein, au minimum. Je spoile que dalle, mais je veux quand même dire une chose, c'est qu'il semblerait que la World DB23 ait trouvé le moyen de faire en sorte que Evenepoel soit une force majeure. J'ai encore hâte de voir si Pogačar le sera et si Vingegaard le sera également. Et là, à ce moment-là, on sera nickel. Il manquera juste quelques petites victoires par-ci, par-là, assez flamboyantes pour Mathieu Van Der Poel ou Julien Alaphilippe, mais surtout Van Der Poel. Allez, Poggi. Allez, mon Poggi. Est-ce qu'il va la chercher, cette victoire? Il en a besoin pour au moins sauver son Tirreno, puisque le général est compromis. Victoire de Tadej Pogačar. Bravo. Regardez la très jolie place de Valentin, qui va ici prendre, oui, la 3e place. Julien Alaphilippe, très bien placé. Thibaut Pinot, pas mal. Et Remco affaibli sur la fin. Hein. Vous voyez, il a trop travaillé. Donc là, on se dit, combien de secondes? Il n'y en a pas 39, on va pas trop hésiter. Hein. Remco va gagner Tirreno, mais légère réduction de l'écart par Thibaut Pinot sur cette étape 6. Un bon Pinot, bien costaud, bien solide. Un Valentin Madoise de gala. Et enfin, Pogačar récompensé de ses efforts sur cette étape 6. Alors, ça ne sauvera pas le général, je le disais juste avant, mais au moins, gagner une étape, c'est la moindre des choses pour un coureur comme celui-là. Voilà. Donc, oui, léger rapproché, hein, vous voyez. Marc Soler va faire 2. Thibaut fera 3. Valentin fera 5. Et c'est parfait. Ça sera parfait pour nous. Il n'y avait pas mieux, honnêtement, avec ce Evenepoel-là, il n'y avait pas mieux à chercher, je trouve. Étape 7, voilà, on l'a prometté aux sprinters. On va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe pour la lutte entre les cadors du sprint. Parce que c'est marrant, il y avait aussi un déséquilibre en termes de plateau de sprinters entre Paris-Nice et Tirreno. C'est-à-dire que autant les meilleurs leaders de général ou les meilleurs punchers étaient sur Tirreno, autant les meilleurs sprinters étaient aussi sur Tirreno. Sam Bennett était un peu seul au monde sur Paris-Nice, on va quand même se l'avouer. Hein. Même s'il y avait Wout van Aert, le tout-terrain. Mais s'il se fait voler des victoires par un tricheur, ça va pas. Bref, étape sans souci, à part une chute, rien ne pourra bouleverser le classement général.
On va donc très rapidement passer au final. Après, c'est toujours très joli, hein, les paysages de Tirreno Adriatico sur PCM. Les gens qui font les cartes, je veux encore le dire. Je le dis parfois, mais je le dis pas assez souvent. Les gens qui font les cartes sont nos bienfaiteurs à tous, joueurs, nous joueurs. Tellement... en fait, ça prend du temps. Hein. Tout décoré, là, comme c'est fait, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Van der Poel, tiens, en poisson pilote de Philipsen, ça vous rappelle rien. En tout cas, manifestement, le rôle lui va à merveille, puisque, regardez l'accélération. Il a tout ce qu'il faut pour lancer Philipsen, lui, en fait. Il est idéal, y compris sur PCM. Regardez, qui va s'imposer. Arnaud Delis. Eh ben non, purée, j'annonçais. Ah, vous y avez cru, hein. Surtout que j'ai bien semé l'embrouille tout à l'heure à dire que Mats Pedersen ne gagnait jamais. Bah tiens, victoire de Pedersen. Donc c'est moi qui suis mauvais. C'est pas Pedersen. Deuxième Arnaud Delis. Je crois que ça fait 2 fois qu'il fait top 3 Arnaud Delis là-dessus. Et, ou pas loin. Et Philipsen qui vient compléter le podium. 3 podiums au sprint pour Philipsen, 0 victoire. Zut alors. Il y aura d'autres occasions, mais c'est dommage. Philipsen, après, pour moi, en plus, est bien davantage qu'un simple sprinter. Hein. Il suffit de regarder sa saison de classique. Son comportement, par moment, il est juste épatant. Hein. Voilà. Donc Remco a gagné. Il est aussi meilleur grimpeur. Il est aussi vainqueur du classement par points. Eh ben non, c'est Philipsen, quand même. Ouf. Bien qu'il ramasse un truc, quand même, Philipsen. Derrière, classement des jeunes, Remco. Et on va avoir notre petit lot de consolation à la Groupama FDJ, là. On va avoir, hop, le général par équipe. Merci. Envoyez quelques euros. Ça nous fera toujours plaisir. Ok. Transition. On passe pas tout de suite à Milan-San Remo, même si c'est dans quelques jours. Et non, on va surtout s'attacher à regarder que nos 3 premiers objectifs, ils ont été remplis comme on le souhaitait. Parfait. Et puis, par contre, commence à y avoir un truc là en termes de... Ouais, donc David Gaudu avait vraiment donné satisfaction sur Paris-Nice. Voilà, je me lasse pas. Cette petite victoire à Loge des Gardes. Ouais, il y a un petit souci en fait avec Gaudu. Hein, donc, il a gagné Paris-Nice sans pic de forme. Donc ça, c'était prévu, hein, par contre. Hein. Sans pic de forme, c'était prévu. Par contre, le pic de forme, là, je le repose une semaine, hein, évidemment. Derrière l'effort, hein, pour faire tomber la barre de fatigue. Mais j'ai tellement envie de l'aligner sur le Tour de Catalogne. Parce que je suis sûr qu'il y a des petits bonheurs à aller glaner sur le Tour de Catalogne. Donc, je craque. Et oui, je vais aligner David en Catalogne. Après, il se reposera après Liège. Donc, allez, tant pis. Vous voyez, voilà, au moment où je suis le 14 mars, il va avoir son pic le 15 mars, en fait. Ça veut dire que le pic, il va englober Catalogne. Il va sûrement aller presque à la fin de Tour du Pays Basque. Donc, quand même, allez, on va pas cracher dessus. Thibaut, en revanche, il est sous pic depuis très peu. Et là aussi, profitons de ce pic. Par contre, il y a d'autres angoisses à ce sujet-là. Parce que David Gaudu, qui est aligné sur cette prépa-là, c'est pas grave du tout. C'était même voulu de ma part, j'avais allégé en course. Ouais, par contre, Thibaut Pinot, qu'est-ce qu'il craint ? Je vous le dis, hein, vous l'avez vu. Hein, c'est que le pic du Giro, on l'aura tard. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le premier pic tard. Je voulais pas le surcharger en course. Et du coup, ça veut dire que comme Thibaut, il enchaîne avec Tour de France, il aura son pic, ça se trouve, du Tour de France, il aura seulement en 3e semaine. Après, c'est pas grave, il est là pour aider Gaudu sur le Tour. Donc après, si en 3e semaine, le mec nous met le feu et il sauve David, tout va bien. Mais bon, voilà, faut en être conscient, quoi. Ce sera pas parfait. Ce sera pas parfait et c'est ma faute. Voilà, j'étais peut-être un peu optimiste, on dira, dans la manière de planifier. Et puis voilà, tant pis, hein, c'est comme ça, faut vivre avec. Je me prends de moins en moins la tête, puisque je contrôle pas tout. Donc sur la planification,
je me prends de moins en moins la tête. J'en ai marre en fait de me la prendre pour quelque chose que je contrôle pas du tout. C'est-à-dire quoi, hein, quand je fais allusion à quoi que je contrôle pas, c'est la montée en puissance du coureur d'ici à son objectif. Ce que je maîtrise pas, c'est à quel moment on bascule à plus de 95% de forme. Voilà. Donc ça empêche de faire le moindre calcul et ça empêche de planifier. Du coup, on le fait au doigt mouillé et on se retrouve quand même sur Milan-San Remo avec 2 pics de forme intéressants, dont celui de Valentin Madouas. Tiens. Celui-là, on l'avait demandé. On a eu les jours de course. Merci Tirreno notamment. Et on va tenter quelque chose. Alors, vous allez me dire, tu nous fais pas le coup de la cabine téléphonique, hein, s'il te plaît. Hein. Ok, pas de problème. Je ferai pas le coup de la cabine téléphonique. Pourquoi ? Parce que c'est un peu trop facile et que j'ai pas envie de faire le crevard, aller chercher une victoire bassement acquise. Tiens donc, ça ne rappelle rien. Non mais blague à part, ça va. Hein. Le coup de la cabine téléphonique, on l'a fait 1000 fois. Et donc, quelle est ma disposition d'esprit là ? C'est soit Valentin se barre avec quelques punchers et essaye de les régler au sprint, soit Arnaud Démare gagne au sprint. Mais ça veut dire qu'il bat quelques cadors du sprint, hein, donc c'est pas gagné non plus, quoi. Voilà, donc c'est ça les deux options, parce que ce sont deux options propres, pas irréalistes du tout, même si quand même l'option Madouas qui se barre avec quelques punchers, elle est plus réaliste dans Milan-San Remo post-2017. Hein. Voilà, donc souvenez-vous l'enchaînement. Kwiatkowski qui tape Sagan en 2017, etc., etc. Nibali qui se barre en 2018 et compagnie. Il n'y a plus personne qui a gagné sans être parmi les tout meilleurs à la cabine téléphonique, quoi. Je veux dire, c'est terminé. Même quand Stuyven se fait le coup des 2 km plus récemment, il était sorti quand même avec les punchers. Donc la Cipressa s'est passée sans émotion particulière. Vous avez vu, je me laisse un peu traîner, même pour économiser les barres. Je me laisse un peu traîner parce que je sais après qu'on va pouvoir se remonter. Puis surtout, on va choisir des roues. Alors, par exemple, Madouas, roue de Kung pour remonter. Mais Madouas, hop, roue de Pogacar. Ensuite, Kung, on va choisir une roue aussi, je me souviens plus laquelle. Je cherchais quelqu'un là, vous voyez, je suis en train de me balader. Allez, Philipsen ? Non, je pense pas. C'est pas un bon choix du tout. Non, mais voilà, j'ai été prendre comme ça des petits trous par-ci par-là. Démare, il est remonté aussi, vous voyez, à ce stade-là, on l'a remonté tant qu'on a pu. On le met dans la roue de Kung, puisque lui, l'objectif, c'est de passer le Poggio. Germany va se relever, voilà. Voilà, Kung, il doit emmener Démare le plus loin possible. Et par contre, si Poggi en lâche une, c'est le cas. Regardez, suivi par l'inénarrable Van Der Poel. Oh, Thomas Pidcock. Thomas Pidcock qui sort. Pidcock qui sort. Valentin qui s'accroche. On va le mettre dans la roue de Mathieu, là, parce que si jamais Poggi a encore de la réserve, on va lâcher. On a presque plus de quoi suivre, le trou est fait. Regardez, Van Barle au rabot s'escrimé, Wout van Aert est battu, Arnaud Delis l'est également. Tiens, c'est marrant, on n'a pas de nouvelles de Caleb Ewan sur ce coup-là. Il n'a pas passé le Poggio. Le jeu réaliste. Et donc 4 hommes pour une victoire. Madouas, Van Der Poel, Poggi, Pidcock. Bon, en gros, il y a 2 mutants et demi et un humain. Est-ce que l'humain a sa chance ? Van Der Poel avec son accélération de dingo qui finalement sert d'abri, même s'il ne vient pas de là, mais façon de parler, à Poggi. Alors Pogacar, vainqueur de Milan-San Remo. Croyez-le ou pas, et Valentin fait 4. On nous avait demandé top 3. Croyez-le ou pas, ce scénario de course m'a ravi. J'étais super content. Victoire de Pogacar me fait très plaisir.
je suis pas un fan de l'un ou de l'autre, en fait, de Pogačar, Vingegaard, peu importe. C'est pas la question. La question, c'est que quand on a un mec qui est capable de gagner 2 Tours de France, ouais, la victoire est vraiment d'un cheveu, hein, un type qui est capable de gagner 2 Tours de France, qui est capable ensuite d'aller gagner un Tour des Flandres, excusez du peu, qui s'envoie sur Milan-San Remo, bon, il n'a pas encore été couronné IRL, mais qui s'envoie partout où il peut. Il y a déjà 2 Tours de Lombardie, le mec, bon, ok, il a chuté à Liège, mais il a déjà gagné à Liège. Enfin, c'est exceptionnel en fait, pour moi, de panache. Donc, même dans le jeu, quand Pogačar gagne Milan-San Remo, bah, je suis aussi content que si j'avais gagné moi-même. Donc, c'est vraiment bonnard. Très bon Milan-San Remo, très satisfait. Puis on va se dire au revoir sur la classique Bruges-La Panne. Alors, changement d'ambiance. Hein. L'ambiance, c'est zone devant. C'est Arnaud Démare en leader. Avec quand même une solide adversité. Hein. Il y a pléthore de Flandriens ou de sprinters largement plus rapides que Arnaud Démare. Les zones devant ont-elles eu un impact? La question qu'on peut légitimement se poser. Ouais, mais j'ai trouvé que l'IA était très agressive sur la première zone devant, ce qui provoquait des cassures, et ensuite assez passive sur les zones devant suivantes, ce qui finalement neutralisait la notion même de zone devant pour cette classique-là. Hein. Je parle pas en général, parce que il n'y a que des cas particuliers. Mais en tout cas, pour ce coup-là, bah, neutralisation, le vent n'a pas servi à grand-chose, semble-t-il. Et là, après, on est dans le final, 30 bornes, je commence à travailler. Hein. Je commence à travailler pour Arnaud Démare, tout en me demandant si Arnaud sera suffisamment rapide. Est-ce que Stewart, ou alors Esky, ou Welton pourraient être les éléments d'un bon train pour Arnaud Démare? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que l'équipe est solide, qu'on arrive à épuiser certains types d'adversaires, qu'on provoque pas des cassures, mais limite micro-bordure, et que mine de rien, le travail paie. Alors là, évidemment, on n'avait pas le vent qui était orienté du bon côté, mais on a réussi quand même à bien bosser. Hein, que ce soit Watson, que ce soit Le Gag précédemment, que ce soit le Suisse Linard. Honnêtement, c'est pas si mal, va. On a bien bossé, 12 bornes, Olivier Le Gac avec 20 de côté comme ça, à la limite, peut-être ça peut le faire en fait. L'idéal serait un 3/4 là, qui viendrait du moulin en ce moment, au moment où je parle. Ici, il y avait un 3/4 face, ce serait idéal. Là, on peut pas réellement jouer à fond sur le vent. Allez, Jake Stewart avec Esky, Welton. Mais où es-tu, Nono? Qu'est-ce qu'il fait, moi, Arnaud? Il est où? Il est déjà dans une roue. Pourquoi? Parce que je tente un coup avec Esky. Qu'est-ce qui va se passer? On tente le coup, hein. Après tout, on sait jamais, on est sur PCM. Donc il faut se faire plaisir. Et puis j'aime bien attaquer. J'aime bien avoir tenté des trucs, même si ça ne marche pas. Et regardez Louis Esky. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Louis? Il prend 20 secondes dans cette partie toute finale de la classique Bruges de Panne. Et 20 secondes, c'est gagné, non? C'est gagné. Sauf si ça sprint de malade. Alors on sait jamais. Il y a quand même encore la Jumbo-Visma qui est capable de tout renverser. Sait-on jamais. Mais avec le jeu des virages, les 20 secondes là, le mec vous le revoyez jamais. Donc, victoire pour Louis Esky. Alors là, c'est vraiment au culot total. Hein. J'y suis allé sans y croire réellement. Bref, ça passe. Van Aert fait 2. Arnaud Delis fait 3. J'adore Arnaud Delis. Je suis un grand admirateur de Arnaud Delis. Ça me plaît, tout ce que j'ai vu de ce coureur. Donc victoire pour Louis Esky. Totalement improbable. Et c'est comme ça qu'on va se quitter pour cette fois. Avec, voilà, vous voyez, Hugo Hofstetter qui complète le top 5, Binyam Girmay 6ème. Après, voilà, il y a tout un tas de
de très très bons coureurs hein, derrière. Voilà, donc que dire, si ce n'est que la suite sera plutôt cool, avec des surprises aussi. On aura le GP de l'E3, évidemment, on aura Gand-Wevelgem, et je suis allé en Catalogne avec de belles forces, donc je vous le montrerai. À plus.